Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique, sauf revirement majeur, mais vraiment majeur, fort. Et Sozmna Yassingbe dirigera le Togo pour les 5 prochaines années. Ainsi en ont décidé les électeurs togolais, si on s'en tient aux résultats tels que proclamés ce 23 février par la CENI, la Commission électorale nationale du Togo. Mais Agbeyome Kodjo, son principal challenger, ne l'entend pas du tout de cette oreille. L'homme revendique lui aussi la victoire, parle de bourrage d'urnes et d'irrégularités diverses. Alors, à quoi va-t-on assister dans les jours qui viennent? Quels enseignements tirer de ce scrutin apaisé et serein qui vient d'avoir lieu au Togo? Si la victoire du président Faure Essozmna Yassingbe est confirmée, quels sont les défis prioritaires qui attendent l'homme? Quel regard porter sur sa gouvernance? Comment se porte le Togo 15 ans après son accession au pouvoir? 3 invités avec moi pour en parler. Horace Sonsi, vous êtes membre de la cellule de communication de Agbeyome Kodjo, un élu local en France. Êtes-vous au soir du scrutin? Agbeyome Kodjo s'est autoproclamé élu avant même que la CENI ne se prononce. Il n'en fallait pas plus pour que les forces de l'ordre assiègent son domicile officiellement pour sa sécurité. Mais vous dénoncez une intimidation. On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Christian Trimois, vous êtes, vous, un homme heureux. En ce moment, constant et ardent défenseur du président Faure Yassingbe et de son bilan. Vous étiez d'ailleurs pendant la campagne électorale un de ses porte-parole. Vous êtes par ailleurs ministre togolais des droits de l'homme en charge des relations avec les institutions. On parlera sans doute également des droits de l'homme au cours de cette émission. Merci, monsieur le ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Paul Kotembeduno, vous êtes, vous, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'école de droit Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Juriste, êtes-vous? Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. 72,36% des suffrages. C'est avec ce score confortable que la commission électorale togolaise a déclaré vainqueur ce 23 février le président Faure Essozmna Yassingbe. Un score que conteste vigoureusement l'ancien premier ministre Agbeyome Kodjo, crédité lui de 18,37% des suffrages. L'homme appelle les Togolais et l'ensemble de l'opposition togolaise à se lever pour revendiquer la victoire des urnes. C'est un reportage signé MFA Kofi Djatoube, notre correspondante au Togo. Dimanche 23 février, la commission électorale a proclamé vainqueur de la présidentielle de février 2020 le candidat Faure Yassingbe. Il obtient 72,36% des voix, pendant que ses adversaires politiques Agbeyome Kodjo et Jean-Pierre Fabre obtiennent respectivement un score de 18,37% des voix et 3,34%. Ces résultats provisoires confortent le pouvoir en place pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du Togo. C'est un score inédit. Nous avions dit que le niveau de mobilisation et d'engouement dans les meetings du candidat Faure Essozmna Yassingbe, dans les meetings des cadres du parti UNIR, parti dont l'implantation et dont l'ancrage sur toute l'étendue du territoire national ne sont plus à démontrer. L'on constate aujourd'hui que Faure Essozmna Yassingbe a opéré une grande percée dans des localités autrefois difficiles et que dans le reste des autres localités de notre pays, c'est un véritable plébiscite. Avec un peu plus de 18% des voix, Agbeyome Kodjo conteste les chiffres qui lui sont attribués. Il parle d'un score oscillant entre 57 et 61%. Le parti Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement entend adresser un recours à la Cour constitutionnelle. Nous avons été partout et partout. La deuxième chose, il y a eu beaucoup de tentatives de fraude, de bourrage d'urnes qui ont été dénoncées par les organisations de la société civile. À supposer que ces fraudes sont avérées, à tout le moins, nous pensons qu'il devait y avoir un deuxième tour. Mais en l'absence de fraude, nous sommes en tête du scrutin et nous dépassons la barre de 50% qui puisse permettre que notre candidat soit élu au premier tour. Face à cette contestation, la mission d'observation salue le climat apaisé dans lequel s'est déroulé le scrutin et formule des recommandations, notamment à l'endroit des candidats. 1. Recourir aux voies légales
en cas de contestation. 2. Privilégier le dialogue politique en toutes circonstances pour pérenniser la paix sociale. 3. Assurer une meilleure formation et représentation de leurs délégués et militants dans les bureaux de vote. Des recommandations ont été également formulées à l'endroit de la commission électorale par la mission d'observation de l'Union africaine. Il s'agit notamment de la mise à disposition des partis politiques du fichier électoral. Il est à noter également que sur plus de 3 millions d'inscrits, 2 769 286 ont voté, avec un taux de participation de 76,63% au plan national. Horace Sonsi, l'ancien président malgache Khair Rajouari Mampian, qui conduisait la mission d'observation de l'Union africaine dans votre pays, et le Togo, a salué à l'occasion d'une conférence de presse ce lundi 24 février un scrutin apaisé, calme. Pas un seul blessé, pas un seul mort. Pas de commissariat saccagé, pas de policiers molestés. C'est à l'honneur du civisme et du calme des Togolais que nous tenons absolument et que moi, à titre personnel, je tiens absolument à saluer ici. Seulement voilà, Agbeome Kodjos, le candidat que vous représentez à cette table, appelle l'ensemble de l'opposition togolaise à se lever pour réclamer la vérité des urnes. C'est quoi la vérité des urnes? La vérité des urnes, c'est que dans cette élection, il faut d'abord dire que le président Faure n'avait pas la légitimité politique pour pouvoir se porter candidat à cette élection. C'est d'abord une chose. C'est un monsieur qui se lève, qui dit au peuple togolais, voilà, je vous donne une réforme, je réforme la Constitution pour limiter le mandat présidentiel à 2, et par la même occasion, moi je viens de boucler 3 mandats, mais je vous demande de m'accorder votre confiance pour un 4e mandat. Monsieur Sonsi, donc il n'a pas d'abord la légitimité politique. Ça veut dire quoi au regard du code électoral togolais? Qu'est-ce que ça veut dire avoir la légitimité politique avant de se porter candidat? En droit, il a tout à fait le droit de se présenter, on est d'accord. Mais politiquement, M. Faure Gnassingbé n'a pas la légitimité pour se présenter à cette élection. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que ce à quoi nous avons assisté, c'est un véritable hold-up électoral. Parce que le score de 72% étonne tout le monde, même les observateurs en off le disent, hein, les journalistes qui ont suivi les élections, les opérations de vote le disent. C'est vraiment un véritable hold-up électoral auquel nous avons assisté. Parce que dans la région, on n'assiste plus à ce score pendant très longtemps, et même partout en Afrique, ce score n'existe plus, ça date des périodes révolues. Et donc ce score traduit en fait le fait que cette élection n'a pas été transparente. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu des irrégularités importantes dans les bureaux de vote. Il y a eu notamment dans la région centrale et de l'Akara, beaucoup d'irrégularités. C'est-à-dire concrètement? Concrètement, il y a eu violation du code électoral dans la mesure où les délégués des candidats de l'opposition, notamment de M. Agbeome Kodjo, ont été sortis des bureaux de vote, alors que le code électoral prévoit que, en cas de souci avec un délégué, qu'il soit remplacé sur le champ. Cela n'a pas été fait. Des délégués ont été sortis des bureaux de vote et donc ils n'ont pas eu l'occasion d'assister à toute l'opération. Des délégués ont vu leur mandat déchiré. Par qui? Par des autorités locales, par exemple. Et donc, en fait, la transparence dans cette élection n'est pas acquise, et donc c'est la raison qui nous amène à contester cette élection. La troisième chose... Oui, allez-y très rapidement. Oui, M. Agbeome Kodjo a bien gagné cette élection, parce que si vous vous rappelez que depuis 2017, le pays traverse une crise politique, qui a été contenu d'une façon, mais qui n'a pas été réglé dans la réalité. Ça avait entraîné des négociations politiques, vous le savez. Et donc, au sorti de cette crise politique-là, on ne peut pas aujourd'hui, un an à peine après cette crise, ça, c'est une théorie, c'est une théorie que vous forgez là. C'est des informations qui permettent de juger. Pour vous, oui, la crise politique, on va dire sociopolitique, qu'a connu le Togo
en 2017 et en 2018 exclut toute victoire électorale du président Faure Gnassingbé. Ça permet de dire que M. Gnassingbé ne peut pas avoir remporté. Impopulaire dans le pays, est complètement rejeté et donc ne peut pas se prévaloir de ce taux de 72%. Monsieur le ministre, alors un certain nombre d'éléments ont été évoqués. Bien évidemment. Permettez-moi d'abord de saluer véritablement le patriotisme de nos compatriotes, vous l'avez évoqué, qui ont fait la démonstration aujourd'hui que le Togo a vraiment tourné la page des élections traversées par la violence et qui ont démontré que nous sommes un peuple qui est capable de mener une élection de bout en bout dans l'apaisement, dans la démocratie, dans le fair play. Et puis, cela montre aussi que la politique d'apaisement menée par le président Faure Gnassingbé, qui a recollé les morceaux, rétabli le dialogue politique, a aujourd'hui une concrétisation palpable, quelque chose que les uns et les autres peuvent constater, le climat dans lequel cette élection s'est passée. Je voudrais ensuite saluer naturellement la confiance importante qui a été faite au candidat Faure Gnassingbé, président réélu aujourd'hui pour les 5 années du Togo. Mais contesté, vous l'avez dit. Et il me semble qu'aujourd'hui, contesté c'est très marginalement, mais il me semble aujourd'hui que c'est quand même la preuve que son bilan a été accepté par les Togolais et que les perspectives qu'il trace pour les 5 prochaines années portent véritablement l'espoir de nos compatriotes. Pour revenir à ce que mon frère ami Horace Sonsi évoque, sur la légitimité, je n'y reviendrai pas, vous me permettez, parce que c'est un débat qui est clos. Il me semble qu'il est arriéré dans le débat aujourd'hui. Puisque la question était d'abord légale, il a répondu, nous avions le droit d'être candidat. 72% du score, il me semble que d'un point de vue de la légitimité, pour être candidat et être élu, il me semble qu'on ne peut pas le discuter. Il dit que c'est un score soviétique qui résulte de nombre d'irrégularités qu'il a évoquées. C'est très intéressant, venant surtout de mon ami Horace Sonsi, lui-même qui est conseiller à la commune d'Olivet en France. Parce qu'en 2014, il a été élu à Olivet avec 25% des voix et son adversaire de face l'a battu avec 74%. Alors, en France, dans sa commune à Olivet, est-ce que quand on est battu en France avec 74%, est-ce que c'est un score soviétique? Vous parliez de temps révolu. Vous parliez de temps révolu. Je peux tout à fait répondre sur Olivet. Non, c'est pas le débat aujourd'hui. Non, puisque vous parliez de temps révolu, vous avez 72%, ça appartient à Il y a un contexte particulier à Olivet. On laisse le ministre qu'on ne va pas évoquer. On parle de la présidentielle togolaise. Mais il faut que nos binationaux qui occupent des fonctions en France pensent que le modèle français est acceptable, le modèle africain ne l'est pas. Bon, il a eu 25% à sa propre élection en France, il a accepté son problème, il a trouvé que c'est démocratique. Nous avons gagné avec 72%, il me semble que c'est aussi démocratique. Pour revenir au hold-up qu'il évoque. S'il vous plaît. Le système togolais, malheureusement, je crois que M. Sonsi et ses partenaires ne savent pas malheureusement comment fonctionne le Togo. Vous ne pouvez pas faire de bourrage d'urne dans un bureau de vote au Togo. Le bureau de vote est composé de 6 personnes. Il y en a 2 de la majorité, 2 de l'opposition, 1 des partis extra-parlementaires, et il y a les délégués de tous les candidats. Pour faire un bourrage d'urne, alors vous allez avoir l'unanimité de toutes ces personnes qui assistent dès le début et qui vont jusqu'à la clôture. Et les PV qui sont donnés, les procès-verbaux de dépouillement, il y a 8 exemplaires du PV qui sont signés en original. Chaque candidat en a 1. Donc, on ne peut pas parler de bourrage d'urne. Troisième, vous avez une liste d'émargement. Agbeome Kodjo dit qu'il y a des maisons qui ont servi de cadre pour effectivement... Vous savez, ces arguments, bourrage d'urne, vol, hold-up, violence, etc., c'est un discours qui est rodé et érodé aujourd'hui. C'est le même discours qu'on entend, comme dirait Pascal Dabani, votre disque est rayé. Il me semble qu'il faut trouver d'autres arguments que ceux-là. Les Togolais ne sont plus sensibles à cela. Par exemple, la FOSEP a fait dans ses comptes rendus, il n'y a pas une seule violence qui a été relevée, vous l'avez dit vous-même. À quel moment a-t-on frappé des délégués? Il me semble qu'il y avait des observateurs internationaux qui étaient là, la CEDEAO, l'Union africaine, la CENSAD et des organisations sérieuses comme le WANEP, qui ont dit que les procédures ont été respectées à 95%. Il me semble que nous avons des observateurs extérieurs. Donc pour vous, les cas qu'il évoque sont tout à fait marginaux. C'est un discours qu'on connaît d'habitude. C'est-à-dire que pour salir quelqu'un, vous dites qu'on a volé, mais personne ne vous apporte la preuve des vols. Dernière chose, et je vais pas rentrer détail par détail là-dessus, mais quand mon ami évoque 2017, en disant oui, mais les événements de 2017 sont passés par là, où vous avez une contestation. Des centaines de milliers de Togolais. Oui, en 2017 et 2020, nous avons 3 ans. Il s'est passé 3e élection, c'est l'élection présidentielle. Nous avons eu les élections législatives en décembre 2018 avec un boycott. Nous avions un taux de participation de 58%. Notre parti a eu plus de 60% à ces élections. C'était les premières post-dialogue. Nous avons eu 2018 tout le dialogue. Les locales, les élections locales, monsieur, et je rappelle que pour les législatives, M. Agbeome Kodjo était candidat, il a été lui-même élu député à l'Assemblée nationale à cette élection de décembre 2018. Il a eu 2 députés. 2 députés, c'est important, sur 91. Les élections locales du mois de juin, nous avons 1527 conseillers municipaux élus. Agbeome Kodjo et son parti en ont eu 22, c'est-à-dire moins de 2%. Et puis, 6 mois après,
il dit qu'il a eu plus de 60, entre 57 et 61%, il me semble. C'est ça, Si vous avez fait une compilation, je ne sais pas pourquoi vous avez un écart, vous devez pouvoir nous donner un chiffre exact. Quelle compilation vous donne 57 et lequel vous donne 61%? Donc il me semble que la surenchère. Mais s'il faut avoir la vérité des chiffres, si nous voulons faire une bonne lecture des chiffres, je vous donne un exemple. Oui, allez-y. Par exemple, Socodé. On a évoqué la crise de 2017. Dans la partie septentrionale de votre C'est le centre, c'est l'épicentre du parti PNP qui a lancé la crise. Dans cette ville, nous avons obtenu, il y avait un taux de participation de 62%, nous avons obtenu, nous, 52% des voix. Pourquoi? Parce que le PNP est opposé à toute élection et a boycotté tous les recensements électoraux et toutes les révisions. Donc quand vous prenez les 62% de taux de participation, les membres du PNP n'y sont pas. Nous avons 62%, 52%. Ça veut dire qu'en fait, s'ils avaient été recensés, naturellement, notre chiffre serait probablement plus bas, puisque ce sont des irréductibles de la manifestation. Donc il faut prendre dans cette élection les visibles qui sont sur la liste électorale et tous ceux qui ont prôné le boycott, qui n'y sont pas, mais qui sont protestataires. Mais je note quand même que nous avons 72%, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins de 30% qui ont sanctionné quand même. Le scrutin si vous me permettez de terminer là-dessus, c'est important parce que les événements 2017 qu'ils évoquent, beaucoup utilisent cet argument et depuis Agbéomé l'utilise pour expliquer qu'on peut être contesté en 2017 et on ne peut pas être élu en 2020. Mais je dis encore une fois de plus, l'opposition est venue en rang dispersé. Ils étaient 6 contre nous. Ils venaient d'une coalition unique qui a implosé. Les Togolais en ont tiré les conséquences. L'incapacité à s'entendre sur le minimum, à venir en rang dispersé. On reviendra effectivement dans pendant la campagne, vous aurez noté cette émission. Ils ont fait 60% de la campagne en se tapant entre eux et naturellement, nous parlions à nos populations. Jean-Paul Cotin-Bédouno, très rapidement, mais vous aurez l'occasion de répondre effectivement à Monsieur le ministre. Nous sommes là à nouveau, mais dans un cas classique, où un candidat a le choix même d'un scrutin, alors même que la commission électorale ne s'est pas prononcée, s'autoproclame élu. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Je pense que nous sommes dans une situation... Sommes-nous à la veille d'une crise post-électorale au Togo? Je pense que répondre par l'affirmative ne paraîtrait pas complètement excessif, mais je voudrais justement dire, puisque vous avez utilisé le terme classique, que nous ne sommes pas dans une situation fondamentalement distincte de celle de la Guinée-Bissau. C'est une analogie imparfaite, mais c'est quand même, il y a des éléments qui sont... Ce que je veux dire précisément, c'est qu'en réalité, il me semble exister 2 considérations essentielles de nature à inspirer la suspicion, mais qui ne sont pas, me semble-t-il, pertinentes dans l'évaluation du processus électoral. D'abord, un aspect historique. Justement, les différents mandats du président qui vient d'être réélu suivant la Commission nationale et ensuite son papa qui l'a précédé. Et donc cet élément historique pour des gens qui ne sont pas togolais peut être de nature justement à conforter l'hypothèse d'un hold-up. Puisque moi je suis juriste, je préfère justement inscrire mon propos dans une perspective complètement juridique. Le deuxième aspect, c'est l'attitude des institutions qui veillent à la régularité des processus de consultation électorale et autres. Là, au PIDEL ne s'est encore prononcé avant même que... Justement, je parle d'abord de l'Union africaine, des observateurs, ainsi de suite. Il me semble qu'il y a assez d'observateurs africains qui pensent qu'il y a une forme de prééminence conférée à la paix, à la sécurité, à la stabilité, telle que prévue d'ailleurs par le droit de l'Union africaine et de la CEDEAO. En l'occurrence, je vous avais parlé du protocole du 21 Oui, mais c'est important décembre, dans le contexte africain. Et donc, certains considèrent en réalité qu'il y a une forme de priorité conférée justement à la paix, à la ce qui d'une certaine façon représente une atteinte parfois substantielle ou la négation justement de la défaillance d'un processus électoral. De manière simplifiée, à supposer même qu'il y ait des irrégularités substantielles, les institutions africaines, de l'Union africaine en l'occurrence, préfèrent dire que le processus s'est bien déroulé, que les irrégularités sont formelles, elles ne sont pas de nature à porter une atteinte substantielle. Cela dit, une fois qu'on a fait cette parenthèse qui me semble... oui, on comprend tout à fait. Ce sont deux choses qui me paraissent, aux yeux du public et des observateurs étrangers, inspirer le doute sur... ces genres de résultats, 72% ou même 55%, on aurait pu contester valablement 55% ou 51%, puisque vous savez, les élections par définition. Une fois qu'on a dit ça, ce que je voudrais dire précisément pour ma part, c'est qu'en réalité, ce processus togolais est initialement fondamentalement marqué par le recours au droit togolais. En gros, il a été complètement inscrit dans les prescriptions constitutionnelles du droit togolais parce qu'il y a eu un contentieux préélectoral qui a été vidé par la Cour constitutionnelle. Je me rappelle par exemple que Nyagnon Kossi, la candidature de Nyagnon Kossi a été rejetée parce que tout simplement sa candidature ne comportait pas un récépissé de versement de la caution. Il y a eu également... vraie question. C'est très intéressant parce que les deux représentants ont évoqué la situation du président, de la candidature du président Faure Gnassingbé.
il est évident que la Cour constitutionnelle a été saisie. Elle a rendu une décision le 27 janvier 2020. Oui, mais la candidature a été validée, justement. Oui. Et il y avait également une autre demande qui avait été justement introduite par Jean-Pierre Fabre, portant récusation de 2 juges constitutionnels sur le fondement la question principale que je voudrais, vous qui êtes spécialiste de ces problématiques-là, que vous abordiez, c'est pourquoi acceptons les arbitres du jeu, c'est-à-dire la commission électorale et la Cour constitutionnelle comme étant les seuls arbitres du jeu, et qu'avant même que ces institutions ne se prononcent, on pense avoir le résultat et on s'autoproclame. Comment on fait? Je pense que c'est là qu'il y a un paradoxe, justement. C'est ce que je voulais dire, même si je n'ai pas été suffisamment clair, parce qu'il me semble que le processus commence par la confiance dans les institutions, étant entendu leur acceptation. Mais après les élections, on a l'impression qu'il y a une forme de défiance, parfois hâtive, dans ces institutions. Pourquoi une élection est forcément truquée si on ne l'a pas gagnée? C'est ça la vraie question aujourd'hui. La question, c'est pourquoi accepter justement d'aller à une élection alors même qu'on n'a pas confiance. Je ne dis pas qu'en réalité, le seul fait d'accepter de participer aux élections suffise à ce qu'on accepte le résultat. Mais je dis simplement qu'à supposer que l'on pense qu'il existe des irrégularités fondamentalement attentatoires au résultat tel qu'il a, ou à l'intégrité du suffrage tel qu'il a été exprimé par le peuple, on devrait également inscrire des réclamations, n'est-ce pas, sur la base du droit tel que le prévoit les par rapport vous allez vous prononcer tout à l'heure, mais avant, je propose qu'on marque une courte pause et qu'à notre retour, vous nous expliquiez pourquoi vous aviez accepté la commission électorale indépendante telle qu'elle est aujourd'hui et la Cour constitutionnelle et togolaise comme arbitre du jeu électoral et subitement ne plus leur faire confiance. À tout de suite.